Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans cette deuxième saison, je vais continuer à passer à la poêle des chefs au masculin et au féminin. Des gros stocks, des plus petites, des cuisiniers d'ailleurs et quelques entrepreneurs de la restauration qui marquent notre époque. Dans cet épisode, je suis enchantée d'échanger, non pas avec une chef, mais avec une bartendeuse, Margot Le Carpentier. Je m'attendais pas du tout, en tout cas moi personnellement, à rencontrer autant de difficultés et que ce soit autant la préhistoire en fait d'être entrepreneur, d'être une femme entrepreneur en 2017. Pourquoi Margot ? Parce que cette jeune femme à la tête du bar à cocktail Combat à Belleville est un vrai modèle d'entrepreneuse. Mener à bien son projet n'a pas été un long fleuve tranquille, mais c'est aussi finalement ce qui lui a donné du corps et de la substance. Margot se refuse de céder à la facilité et je trouve que ça se sent en filigrane dans son adresse. Avec Margot, nous avons parlé de contraintes, de naïveté, de consommation d'alcool et de management. Bonne écoute! Bonjour Margot. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Je suis ravie de t'interviewer parce que d'habitude j'interviewe plutôt des chefs ou des restaurateurs et là on change un petit peu d'univers, on va du côté du bar. On dit bartendeuse ou c'est ça En fait le terme américain, en tout cas anglophone, c'est bartender et c'est vrai qu'on le francise pour qu'il y ait une version féminine en France. Moi je dis souvent bartendeuse, ouais. Même si ça correspond à aucune langue, à rien du tout, je pense. Mais ouais, moi, je dis bartendeuse. Et mixologiste, barmaid, non, c'est barmaid, je l'utilise moins. C'est vrai qu'il a une image un peu péjorative en France. Donc, c'est vrai que moi, ça me plaît pas trop. Mais je le prends pas du tout mal quand on me décrit en tant que barmaid. Et mixologue, on a tendance à trouver ça un peu pompeux. Donc, plutôt bartendeuse. Ouais, c'est ça. Bon, on va parler de ton bar Combat. Je trouve qu'on sent, on s'est jamais rencontrés avant, mais moi j'étais venue boire des cocktails, tester l'endroit et grignoter. Et je trouve qu'on sent, tu l'as revendiqué, mais on le sent aussi sur place, des revendications d'inclusivité. Autant par le fait que vous soyez des femmes à la tête du bar et par, je trouve, les ingrédients utilisés qui sont des ingrédients pas communs. Enfin, on sent que vous avez voulu mettre de l'inclusion à tous les niveaux. C'était là dès le début du projet. Oui, je pense que Combat repose un petit peu sur ce combat-là, justement. Au-delà du combat, la référence déjà au quartier où on est implanté. Ensuite, à la lutte féministe, c'est aussi un combat pour plein d'autres choses. En fait, c'est multiple. On peut même les inventer au fur et à mesure. À la base, quand même, c'était vraiment la lutte féministe et aussi le combat pour bien manger, bien boire, bien consommer, en fait. Consommer de manière raisonnable et raisonnée. Oui, puisque tu disais Combat, c'est l'ancien nom du quartier où vous êtes implanté aussi. C'est ça, ouais. C'était un ouais, on jeu est plus entre... largement, ouais, à l'ouest de la rue de Belleville. À l'origine, historiquement, ça s'appelle le quartier du Combat, comme il y a le quartier de la Banane, le quartier de l'Amérique, dans les environs, en fait. Et les revendications féministes, c'est venu parce que le milieu du bar est masculin. Mon associée Elena Schmitt et moi, c'est vrai qu'on a toujours été féministes. Au fond, je pense pas forcément aussi revendiqué que maintenant, mais c'est vrai que c'est un sujet de conversation comme entre copines en fait. Et en fait, c'est vrai que quand on a fait la société, quand on a fondé notre société, on s'est retrouvé face à des situations un peu de misogynie, de sexisme, un peu qui ont pu nous bloquer. Et c'est vrai qu'on n'était pas du tout arrêté sur le nom. Et le jour où en fait notre avocat nous a appelé, il a fait maintenant en fait, faut vraiment arrêter le nom du bar. Et on avait pensé à Combat plein de fois et on se retenait par gêne, par peur en fait. Et on s'est dit non, mais en fait, il devait y avoir ce jour-là une énième manifestation. Et on a dit non, mais en fait, il y a aucun problème. Je pense que le mot combat, il est pas violent justement. C'est à nous de le rendre doux et de l'expliquer et de dialoguer. Et en fait, c'est vrai que quand on vient à Combat, il fait sens, je trouve. Il vous plaît, il vous porte et vous portez. Enfin, il y a vraiment un sens derrière tout ça.
Et c'est vrai qu'en plus, quand on a fondé la société, donc bien avant même l'ouverture du bar, quand on envisageait ce nom-là, c'est vrai qu'on était en plein dans des événements terroristes à Paris. Donc c'est vrai que c'était un peu dur pour tout le monde, pour nous aussi, d'envisager un nom pareil. Et en fait, au fur et à mesure, donc on a ouvert beaucoup plus tard et on s'est dit que non, ça avait une vraie résonance et que les gens étaient prêts justement à entendre ce genre de mots parce que c'est justement, il n'y a aucune intention violente, mais justement plus pédagogique en fait. Et tu parlais des réactions misogynes, est-ce que c'est dans le milieu du bar entre bartenders ou est-ce que c'est hors de ça? Je crois que vous avez essuyé pas mal de refus des banquiers aussi. Oui, c'est ça. Justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà, dans le milieu du bar, parce que c'est vrai que tout le monde a un peu des a priori sur la restauration et sur le milieu de la cuisine. Maintenant, la mixologie, c'est vraiment pas du tout le milieu des chefs. Enfin, c'est un autre type, c'est des chefs également, mais c'est pas le côté militaire, en tout cas, qu'on connaît à la française. Donc, moi, si vraiment, enfin, et je pense que mes collègues seraient du même avis, le sexisme au quotidien, il vient vraiment pas du tout, en fait, du milieu de la mixologie et du milieu du bar. Nous, en tout cas, les fondatrices, c'était une référence directe plutôt donc à la formation de la société et au côté entrepreneurial en fait. Je m'attendais pas du tout, en tout cas moi personnellement, à rencontrer autant de difficultés et que ce soit autant la préhistoire en fait d'être entrepreneur, d'être une femme entrepreneur en 2017. Lié au fait que vous soyez des femmes. Oui, littéralement, oui, c'était vraiment. Oui, c'est dit, c'est pas quelque chose de caché. Ouais. Enfin, c'est un peu insidieux en fait. Mais je pense même que les hommes qui font des remarques par rapport à ça, enfin qui sous-entendent que c'est un problème, ils s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est une évidence, ouais. Mais ça va être un problème que vous soyez une femme. Et en fait, quand ils sont face à nous et on les regarde avec des yeux écarquillés, genre non en fait, continue de nous expliquer parce que moi je comprends pas en fait ce que tu veux dire. Oui, finalement, comme tu dis, tu t'étais pas vraiment, enfin tu t'attendais pas à ça, pour toi, c'était pas un problème. Non, je pense qu'on était vraiment, c'est de la naïveté. Et c'est vrai que c'est quand même un plafond de verre sur lequel on s'est cogné assez violemment et auquel, franchement, je m'attendais pas. Je pense que vraiment, je pensais que le combat était déjà en marche, le combat féministe était vraiment, en tout cas, suffisamment avancé pour que ce genre de problème n'existe plus. Et en fait, non, je pense que j'étais pas montée dans les sphères un petit peu décisionnaires, voilà, du milieu de la finance ou du bâtiment et en fait je pense que quand on y a été confronté on s'est dit mais en fait c'est des milieux qu'on connaît pas et en vrai on sait pas comment ça se passe pour les femmes qui travaillent dans ce milieu-là. J'aimerais bien savoir d'ailleurs. Comment vous avez fait pour dépasser ça, pour aller plus loin, déjà on s'est fait financer par une femme. Ou en tout cas c'est la seule qui a accepté de nous financer. Je crois qu'elle regrette pas. En plus vous aviez quand même un super profil puisque ton associée elle fait des grandes études, diplômée d'HEC. Toi t'avais l'expérience, les deux. Moi j'étais diplômée de droit et aussi formée donc dans un des plus grands bars à cocktails de Paris. Maintenant faut pas tout remettre. Si je suppose que si parce qu'on a eu vraiment beaucoup de refus, donc je suppose que si on a eu certains refus aussi, voilà, on parle toujours de l'économie, de la crise. Bon, et voilà, un bar à cocktail à Belleville, c'était d'une certaine manière aussi un pari parce que vraiment, on le voit encore maintenant, on est les seuls sur la butte. Voilà, faut venir nous voir. Le cocktail, il est pas encore installé autant qu'il l'est aujourd'hui en 2019. En 2017, on était encore 2 années en arrière, donc c'était pas le même paysage. Donc voilà, il y a d'autres paramètres évidemment, mais en tout cas pour certaines banques, ça s'arrêtait juste au fait d'être une femme et d'être une association de femmes. En fait, qu'il y ait des femmes, si seulement il y avait au moins un homme, s'il vous plaît, ajoutez un homme à l'équation. Donc une femme vous a financé et après pour le reste, ce qui est des autres corps de métier auxquels vous avez dû sortir les muscles un peu. C'est vrai qu'en fait une fois qu'on a le financement, c'est quand même une sacrée
sacrée victoire, en tout cas pour un commerce. Je pense que pour n'importe quelle société, si on a besoin d'argent, en fait, d'un prêt, quand le prêt est signé, voilà, on se dit bon, maintenant il y a plus qu'à, et ça repose vraiment sur nous de donner le meilleur. Mais en fait, ça repose pas que sur nous, parce que dans le cas d'un commerce, d'un bar, c'est des travaux. Voilà, c'est vraiment, il y a plein de corps de métier avec lesquels on est en contact, des fournisseurs, voilà. Donc c'est plein de nouveaux interlocuteurs aussi, et voilà, ça ne dépend pas que de nous. Et donc voilà, encore plein de nouvelles mésaventures. T'as l'impression qu'il faut travailler 2 fois plus ou essayer de se faire respecter 2 fois plus? Faut toujours essayer de. En fait, en plus, c'est un truc qu'on détestait faire avec Elena, c'est vraiment genre essayer de rappeler qu'on est les patronnes, en fait. Ouais. Alors que c'est pas du tout. Justement, c'est sûrement très féminin, parce qu'en fait, on n'a pas du tout envie d'avoir à rappeler qu'on est patronne. C'est pas un statut qu'on assume forcément. Et c'est tout le temps ce que j'ai envie de dire à chaque fois. Ah, me forcez pas à faire ça, me forcez pas à dire ça, me forcez pas à vous dire que c'est moi qui tient les liens de la bourse. Voilà, j'ai pas envie d'avoir à le dire, j'ai pas envie d'être sur votre dos et de dire aux gens mettez chez moi là. Non, vas-y, on peut faire ça en bonne intelligence. Et en fait, ça n'a pas été toujours le cas. Et c'est difficile de se faire entendre, parce qu'en fait, une fois que le prêt est accordé, voilà, on est de fait, les patronnes. Voilà, on doit lancer. On a en plus toutes les responsabilités financières. Et donc c'est dans ces moments-là que même quand le prêt est accordé, qu'on a toute légitimité, il faut quand même se justifier, en fait. Et ça c'est vrai que c'est assez dur parfois, et ça fait vraiment tirer les cheveux, quoi. Et moi, heureusement, Elena a toujours fait preuve d'énormément de patience. Moi, je suis un peu moins patiente, je suis un peu plus sanguine, mais voilà, j'ai aussi appris, c'est vraiment quelque chose que combat m'a appris, en tout cas que l'expérience m'a appris, elle m'a vraiment donné plus de patience. En tout cas, aujourd'hui, en 2019, je suis un peu plus en paix avec moi-même, je pense. Tu rêvais d'être bartendeuse, petite? Non, j'ai toujours bien aimé ça, hein. Pour financer mes études, je travaillais l'été dans un bar de plage, et je voulais toujours être derrière le bar et faire les cocktails. C'est vrai? Ouais. Mais c'était en Normandie? Ouais, en Normandie. Ouais. Et tu voulais faire quoi, tu te souviens, quand t'étais enfant? Quand j'étais enfant, je pense que je voulais faire comme mon père, je voulais être prof de sport. Ouais, j'étais assez sportive, je voulais être prof de sport, ouais, comme papa, quoi. Et donc tu faisais tes premiers cocktails étudiante, ouais, et après donc t'as fait des études de droit. Ouais. Et t'es partie à New York, c'est là-bas que t'as vraiment découvert ce milieu. Ouais. C'était en quelle année? 2012. 2012, et comment ça s'est passé? Déjà, je suis arrivée à New York, et j'étais vraiment épatée par la scène gastronomique. Sûrement parce que je connaissais pas assez celle de Paris. Encore une fois, je suis pas dans la comparaison. Sachant que j'étais étudiante à Paris, j'avais pas du tout les moyens de découvrir la bistronomie et de faire toutes les adresses fooding. Mais voilà. Donc, par contre, arrivée à New York, je gagnais un peu mieux ma vie. T'étais en stage dans l'industrie musicale. Hein, c'est ça. Ouais. Et je gagnais un peu mieux ma vie, et aussi je sortais avec un mec qui était un head bartender dans un grand hôtel new-yorkais. Donc il lui sortait énormément et allait énormément au restaurant, dans les grands bars à cocktails. Et c'est vrai qu'on a commencé à écumer toutes les adresses. Et j'ai Révélation. J'étais vraiment scotchée. Je me suis vraiment découvert une passion, vraiment le hobby de manger et déguster, en fait. C'était devenu une obsession, quoi. J'ai découvert par exemple les ramen en 2012, et je faisais un ramen par semaine. On les a tous faits, on a écumé tous les ramen de New York, je pense. Et puis voilà, après c'était tel cocktail, c'était vraiment par obsession. Et je suis un peu pareil à la maison en cuisine, quoi. Tant que j'ai pas la meilleure recette de pancakes, je vais les faire toutes les semaines et je vais mettre des obsessions comme ça, quoi. Et comment t'as basculé vers le côté professionnel, parce que t'étais dans l'industrie musicale, j'imagine que c'était cool aussi. Ouais, mais c'était vachement moins cool à Paris, en fait. Mon visa a expiré, je suis rentrée, et voilà. Je pense que quand on est étudiant, on entend toujours parler de la crise, et on n'y croit pas forcément. Et là, quand je suis rentrée, c'était l'enfer. Je me souviens passer d'entretien en entretien. Surtout que je devais peut-être être un peu confiante, parce que j'avais quand même ce que je pensais être un bon CV. J'étais diplômée en master de droit.
J'avais de l'expérience en label indépendant en France, j'avais une expérience en major à New York. Et voilà, je rentrais bilingue, j'étais assez confiante. Et en fait, je passais d'entretien en entretien et on me faisait comprendre, non, mais là, il n'y a pas de place, il y a de la place pour personne. Et voilà le plafond de salaire que tu pourras avoir. Et je me disais, mais ça va vraiment être infernal, quoi. Et je suis rentrée vers mai, en mois de mai. Et en fait, l'été arrivé, on m'a dit laisse tomber, tu trouveras rien. Sauf que connaissant les prix des loyers parisiens, il était hors de question que je n'ai pas de salaire, d'argent qui rentre. Donc, je me suis juste présentée un soir à l'Expérimental Cocktail Club et j'ai dit vous cherchez quelqu'un. Ils m'ont dit reviens demain. Je suis revenue le lendemain. Donc j'ai fait tout l'été là-bas et en fait on m'a proposé un CDI assez rapidement, chose que j'ai déclinée parce que je me disais si je rentre là-dedans si jamais le doigt, voilà, c'est fini. Jamais je retournerai dans le milieu juridique en maison de disque et en fait je me suis dit non mais tu sais quoi je vais juste abandonner une opportunité alors qu'en fait je vais me battre pour un SMIC en maison de disque avec 50 heures semaine, ça durera sûrement 5 ans avant qu'on m'offre une autre opportunité et je pense que j'étais un petit peu trop ambitieuse et l'idée d'avoir ma propre société quand même me plaisait vachement. J'y pensais depuis super longtemps. J'avais pensé déjà à monter mon label à l'époque, mais bon, je me disais que c'était vraiment un pari risqué. Je savais pas si vraiment j'avais ça en moi en plus. Et je me suis dit que voilà, j'avais vraiment depuis longtemps l'idée d'ouvrir un bar. Et je me suis dit bon, c'était vraiment une promesse à moi-même. Je me suis dit bon, j'abandonne tout, enfin toutes mes études, et je me lance dans le bar. Par contre, si tu le fais, t'ouvres un bar. Et je me suis pas enlevé ça de la tête. C'était indispensable. Je pouvais pas avoir tout abandonné pour ne pas avoir ma propre société. Et donc ouais, ça s'est réalisé. J'ai commencé à avec l'expérimental. Ouais, je leur ai dit ok, je veux bien signer un CDI, mais je veux être derrière le bar. Et voilà, ils ont tenu toutes leurs promesses. Au début, tu faisais quoi ? Au début, tu faisais pas les cocktails ? Non, au début, on peut pas directement te mettre surtout dans un bar comme l'Expérimental à l'époque. En 2017, en 2017, qu'est-ce que je raconte ? En 2013, 2014, c'était vraiment il y avait encore très très peu de bars à cocktails quand même à l'époque. Hein. C'était tout est allé très très vite. Maintenant il y a énormément beaucoup, mais de c'est vrai super adresses. Mais en 2014, une dizaine à cette époque. Ouais. Et puis l'Expérimental, il y avait l'Expérimental pour moi, le Little Red Door et le Cherry Butt, qui étaient vraiment les 3 plus grandes adresses à Paris. Donc il y avait vraiment une pression sur la team de ces 3 bars là. Il y avait une excellence à atteindre. Donc on met pas n'importe qui derrière le bar. C'était vraiment ta première expérience à New York. T'avais pas. À New York, j'avais l'expérience du service américain. Maintenant, j'avais passé énormément de temps avec des bartenders, dont mon ex-petite amie qui lui, était mixologue, mais pas de création à proprement parler, quoi. Mais je pense que 50% du travail du mixologue, si ce n'est plus, c'est de goûter, d'apprendre sur les spiritueux, de discuter. Et donc ça, j'avais quand même bien entamé les recherches. Et donc, t'as commencé par le service. Le service, un poste de on appelle ça barback, c'est un peu l'assistant du bartender. Et ensuite, derrière le bar. Mais bon, dans le premier temps, on est vraiment pas tout seul derrière le bar. C'est-à-dire qu'en effet, mécaniquement, on est derrière le bar, mais on est assisté par son mentor qui reste à côté, qui contrôle, qui goûte tout pour voir comment tout sort au client. Tu te souviens quand t'as fait ton premier cocktail ? Pas trop, non. Non, je m'en souviens pas. Non, parce que j'ai dû tâtonner aussi énormément. Je me souviens pas. C'est pas comme si on arrivait derrière le bar et que maintenant t'en fais un, tu feras ton premier cocktail. Souviens-t'en toute ta vie. Non, j'ai dû sûrement faire des trucs dégueux pour l'équipe, tester, trouver ça génial. En fait, pas du tout. Mais... Donc non, j'ai pas vraiment Et à partir de combien de temps t'as eu le droit de faire des créations ? Mais en fait, je pense que j'ai vraiment pas de timeline en tête, et je pense que ça dépend vraiment des gens. Il y a par exemple des gens qui vont être vraiment très bons à reproduire tous les classiques, à être vraiment très rigoureux, comme d'autres vont être un petit peu plus bordéliques et justement tout basé sur les créations. Comment toi ? Ouais, moi je suis plus bordélique création, je pense. Enfin bordélique, tout est relatif, mais c'est vrai que j'ai jamais été trop un rat des classiques. Je connais tous mes classiques, mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est vraiment des encyclopédies.
Ils vont être vraiment très pointus à ce niveau. C'est pas forcément mon cas. Et aussi parce que je pense que c'est dû aussi à être formé à l'expérimental. Ça s'appelle pas expérimental pour rien. Où il y a plein de moments où voilà, on me forçait pas trop à m'uniformiser ou en tout cas voilà me donner trop de règles parce qu'on voulait justement garder un petit peu cet esprit créatif et que voilà, la création sur mesure à l'expérimental est très importante. Et voilà, on voulait me laisser cette part un peu de liberté pour justement, une fois que j'allais bien maîtriser la technique et les ingrédients, pouvoir créer des cocktails assez rapidement. Et ça t'a plu alors ? Oui, ça m'a plu énormément. Ouais. Enfin, ça t'a plu Est-ce que c'était enfin, t'aimais le milieu, mais tu vois, de passer concrètement derrière le bar, ouais. tu t'es dit, enfin, ça a été c'était énorme. Quelque chose que t'as eu envie de continuer. Oui. Déjà, j'adorais la performance physique. Je pense que quand je travaillais derrière un ordinateur, je bouillonnais un peu trop. Le fait vraiment d'avoir un vrai exercice physique dans mon travail, ça c'était vraiment la libération. Je me sentais vraiment hyper bien que ce soit une performance sportive. J'adorais ça déjà, et je trouve que c'est des gestes qui sont précis, assez beaux. Donc j'adorais déjà voilà, maîtriser la technique du cocktail, c'est quelque chose que j'ai adoré. Et puis après oui, voilà, le côté cuisine, voilà, préparation m'a beaucoup attirée aussi. Donc t'es resté 3 ans à l'expérimental, t'as pas eu envie d'aller voir ailleurs ? Oui et non. J'avais envie d'aller voir ailleurs, c'est sûr, de découvrir comment ça se passait ailleurs. Maintenant, je pense que 3 ans, c'est le minimum à l'expérimental pour vraiment aller au bout, épuiser la bête, quoi. Je pense qu'il faut 3 ans. Et après, t'as eu envie de monter ton bar. T'étais à point. Ouais, voilà. Ouais, j'étais à point et impatiente aussi, je pense. Donc pour réaliser l'objectif que tu t'étais fixé. Ouais. Elena, tu la connaissais depuis longtemps. Enfin, vous vouliez faire ce projet ensemble. Comment ça s'est passé ? Non, en fait, on s'est rencontrés à New York. Elena, il faisait son mémoire de fin d'études et moi, j'y habitais. Et après, je suis rentrée, on a gardé contact et je suis rentrée à Paris. Et c'est vrai qu'Elena était, je pense, un peu insatisfaite dans le taf qu'elle occupait à l'époque. Elle avait envie, un petit peu comme moi, je pense que toutes les deux, on travaillait dans des sphères bureaucratiques et on avait envie de quelque chose d'un peu plus concret. Aussi, voilà, bon, elle, évidemment, elle avait ça en elle, le côté entrepreneurial, de voir ce que ça fait de monter vraiment son affaire, quoi. Donc je pense qu'on s'est retrouvés sur ce terrain-là et on était assez complémentaires en fait. Elle avec ses notions business commercial, moi avec les notions de droit et aussi voilà, de cocktail que j'avais creusé pendant ces 3 dernières années. Ça vous a aidé vos études pour Elena, parcours, oui, c'était oui, c'est indéniable. Et toi aussi, pour le côté droit Ouais, maintenant, moi, j'ai vraiment fait des études de droit spécialisées dans le domaine culturel. Donc, bon, il y a 2, 3, voilà, le droit des obligations, le droit du travail, ça sert toujours. Maintenant, on s'est quand même entouré d'un avocat parce que bon. Voilà. C'est quoi ton meilleur conseil pour ceux ou celles qui voudraient entreprendre ? Ça fait toujours un peu donneuse de leçons, ce genre de truc, donc faut vachement... faut pas que je me plante. Un peu ce qui te vient par rapport à tout ce que tu as traversé. Donc... Ouais, c'est pas parce que tu essuies des refus que ton idée, elle est pas bonne. Parce que je dirais qu'on a essuyé pas mal de refus, en particulier de la banque. Je pense que je suis convaincue que Combat n'était pas un mauvais concept, n'était pas une mauvaise idée. Oui, aujourd'hui, tu as la confirmation quand même que ça marche. Oui, je pense, ouais. Et puis on a gagné un prix. Je pense que voilà, il y a un vrai retour positif. Et pourtant, c'était pas gagné. On s'est vraiment posé la question à des moments, genre, mais est-ce qu'on se plante pas complètement de direction, en fait? Parce qu'il faut savoir se remettre en question. Si on a que des refus, c'est peut-être
c'est peut-être juste que le projet est pas bon, ou peut-être que nous on s'est complètement planté. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de moments où on s'est remis en question, et c'est là où c'est cool. Il y en a qui font leur projet seuls, c'est là que je trouve que c'est vraiment cool d'être deux, parce que quand il y en a une qui est un peu à plat, l'autre, en tout cas, on n'a jamais été à plat au même moment, et on s'est toutes les deux toujours énormément motivées. Il y en avait toujours une qui croyait suffisamment et beaucoup dans le projet pour remonter l'autre, en fait. Donc c'est vrai que c'est bon, et maintenant ça peut être un mauvais conseil parfois, parce que voilà, une idée de merde, c'est une idée de merde aussi, hein. Des fois, faut savoir s'en rendre compte, faut savoir se remettre en question. Mais en tout cas, oui, je pense que si on est vraiment vraiment convaincu, faut pas se laisser démotiver par en tout cas l'administration, voilà, ce qui peut être parfois un peu raide. J'ai une tradition dans ce podcast, je fais une interview dans l'interview que j'appelle aller-retour. D'accord. Ton âge? 32. Ton signe astrologique? Capricorne. Ton cocktail signature? Je dirais tous les cocktails à base de vin, d'apéritifs à base de vin, toutes sortes de vins. J'aime bien ça. Ton cocktail préféré? Mon cocktail préféré, je sais pas, l'americano. Le bartender que tu admires le plus? Je dirais Hiro, du bar Benfidish à Tokyo. Ton ingrédient préféré? Le vinaigre. Ton ingrédient détesté? Il y a aucun ingrédient que je déteste vraiment. Je pense que justement c'est le vrai challenge de quelqu'un qui bosse derrière le bar. Faut essayer de tout retravailler, faut reprendre à l'envers et essayer de tout travailler, en fait, je pense. D'apprivoiser ce que t'aimes pas. Ouais, c'est ça, c'est la recherche de l'équilibre, même avec quelque chose qu'on n'aime pas. Ton dernier meilleur cocktail? Toujours à bar Benfidish. Là, j'y étais en janvier. C'était un cocktail époustouflant. Est-ce qu'il y a un bar que tu aurais aimé ouvrir? J'aime beaucoup le Marie-Céleste à Paris. Je trouve que ça me ressemble pas mal. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait? Je dirais tenace, ou en tout cas qui n'abandonne pas, borné, je pense, d'une certaine manière. C'est un compliment. Et la pire critique? La pire critique, ça va être quelque chose forcément de toutes les remarques sexistes qui, même quand elles sont des compliments, sont prises comme une critique, je pense. L'équipe est assez féminine chez Combat? Elle est exclusivement féminine. Exclusivement. Vous l'imposez? C'était contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'était un hasard en fait au début. Encore une fois, on était naïfs avec Elena, on s'était juste associés ensemble parce que c'était logique. Et on n'avait jamais, je pense qu'une association de deux hommes, personne n'aurait jamais rien dit. Là, on était deux femmes. Et après, on a embauché Élise Drouet, juste parce qu'elle était talentueuse et sérieuse en fait. Encore une fois, on était suffisamment naïfs pour que ça ne nous choque pas en fait. Quelqu'un ouvre un bar et il y a 3 mecs derrière le bar, il n'y a pas une seule remarque en fait. Et nous, on était dans cette même dynamique, genre non, en fait, ça semble. On a juste pris les gens qui étaient là et qui étaient faits pour le poste en fait. Et on était 3 femmes. Et là, on s'est dit, ça nous est venu quand même. On n'est pas si naïfs que ça parce qu'en fait, à la formation de la société, quand on a vu que déjà être 2 femmes, c'était complètement extraordinaire, on s'est dit voilà, avec Élise qu'on a derrière le bar, clairement, ça va leur faire bizarre. Donc, on s'attendait à ce que des remarques. Vous en avez joué, vous en jouez en continuant à recruter finalement une équipe féminine. Encore une fois, on recrute au CV. Ouais, par hasard. C'est pas, vous l'imposez pas. On se l'impose pas. Maintenant, énormément déjà de femmes viennent postuler à Combat, de fait. Et en plus, oui, ça nous est arrivé. Si on a envie de recruter quelqu'un qui travaille déjà ailleurs, on est souvent impressionné par le talent au féminin. Et si on est allé recruter ailleurs, ça nous est souvent arrivé d'aller démarcher des femmes. Chez Combat, je trouve qu'il y a un goût prononcé, je le disais tout à l'heure, un goût prononcé pour les ingrédients pas communs, voire un peu bizarres dans les cocktails, comme la tequila infusée au capre, le Réfort, le picon, c'est un peu plus commun, mais c'est quand même un goût pas forcément accessible au premier abord, peut-être. Tu te refuses à céder à la facilité? Ouais, il y a pas mal de vétos sur les menus. C'est vrai que j'impose. Je trouve ça assez drôle en plus. J'aime bien créer sous contrainte.
Je trouve ça assez cool. Au staff, je leur mets des contraintes. Il y a des vétos sur ce menu. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. J'ai une liste d'ingrédients. Quoi, par exemple? Par exemple, je sais qu'il y a la ginger beer. La ginger beer fait partie des vétos. Déjà parce que c'est dans un cocktail classique qu'on a tout le temps au menu à combat. Donc voilà, il est hors de question d'en avoir deux. Et aussi, en fait, j'essaye c'est un peu des lieux communs ou des produits un peu trop qui vont donner une longueur en bouche. C'est un peu ces produits, facile, voilà. Voilà, ces produits où genre ton cocktail il est bon mais il manque de longueur. Tu sais quoi, on va mettre un peu d'absinthe, ou on va mettre un peu de ginger beer et hop là c'est bon. Donc voilà, j'interdis ce genre de voilà. Parfois, je trouve que c'est un peu une solution de facilité pour avoir une longueur en bouche. Voilà, je mets une liste de vétos, mais aussi pour challenger. Je pense que ça leur plaît aussi, quoi. On est obligé d'aller chercher ailleurs. Il y a une vraie originalité, je trouve, dans la carte. C'est vrai que je pense qu'elle est très influencée déjà par la food. Je vais énormément au restaurant. Je vais beaucoup plus au restaurant qu'au bar. Je mange vraiment beaucoup et de tout. Et ça vient toujours de la nourriture et de la cuisine. Mes idées de cocktail, généralement. Mes voyages aussi m'inspirent énormément, surtout parce qu'en fait, les voyages que je fais sont principalement culinaires. C'est du tourisme culinaire. Donc je voyage juste pour avoir une excuse pour découvrir une nouvelle cuisine et aller au restaurant, clairement. Donc je reviens toujours avec 50 000 idées. Que j'ai volé. mais oui, donc je pense que aussi c'est assez surprenant aussi parce que les ingrédients qu'on met en cocktail viennent de la cuisine et on s'y attend pas forcément en fait. Ouais, comme on parlait du capre, voilà, du les réfort. associations artichauts aussi. Voilà. Ouais. C'est avec le cocktail au capre. Je sais plus. Oui, non. le cocktail au capre est servi avec... en pairing, en accord, voilà, avec une assiette d'artichaut et de noisettes. Oui, vous avez 2 cocktails que vous faites comme ça, pairing avec une petite assiette. Voilà, ouais. Ça, c'était une vraie volonté aussi de développer ce côté. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent, on est tous habitués aux accords mets et vin. Et voilà, il y a plein d'endroits qui se spécialisent aussi, comme Dersou, voilà, où c'est extrêmement pointu de l'accord cocktail et assiette. Nous, on n'est clairement pas un restaurant. On a une petite offre d'assiettes froides. Voilà, qui sont c'est des produits sélectionnés, sourcés. Voilà, c'est des très bons produits qu'on a, nous aussi qu'on adore et qu'on adore mettre en avant. Et on a parfois réfléchi des associations cocktails et mets aussi parce que pour beaucoup de gens, boire un cocktail, 2 cocktails, ça peut être vraiment beaucoup d'alcool. C'est assez intense, c'est pas comme boire une bière ou du vin. Donc voilà, l'idée d'accorder ça et de faire aussi un tarif un peu préférentiel pour consommer à la fois une assiette, c'est aussi une bonne combinaison. Et c'est un vrai lieu démocratique aussi, Combat, parce que vous avez fait des petits prix. Enfin, à partir de 8 €, on peut avoir le cocktail du jour dans un lieu accessible et pas un speakeasy caché au fin fond d'une adresse. Enfin, vous avez vraiment travaillé sur ce côté-là, accessibilité. Oui, c'était super important pour nous. Déjà parce que avant même d'avoir monté le projet, on voulait pas s'installer dans les 4 premiers arrondissements de Paris. C'était une volonté d'aller à Belleville. C'est pas. On a choisi Belleville. C'est pas parce qu'on est tombé sur une bonne opportunité. On cherchait Belleville. On voulait pas être ailleurs, en fait. Pourquoi ? On est vraiment. Elena et moi, on a toujours été fans de ce quartier. Déjà, on y passait énormément de temps. Aussi parce qu'on est des grosses consommatrices de vin. Moi, je bois énormément de vin naturel. Donc, c'est vrai que Belleville, c'est un peu le foyer. Il y a le Baratin, la cave de Belleville, le Châteaubriand un peu plus bas. Maintenant, il y a le Cadoré. Donc, il y avait plein de super adresses à vin naturel. Et c'est vrai qu'on trouvait ça parfois dommage de sortir de ces adresses-là et de se dire j'aimerais bien par contre boire un old fashion bien serré et j'ai pas de possibilité en tout cas dans le quartier. Et aussi parce que la population de Belleville nous plaisait énormément, elle évoluait très vite, voilà, ça nous plaisait. On peut pas juste arriver avec ses gros sabots dans un quartier et dire bon bah écoutez, à partir de maintenant ce sera 14 € le cocktail. Donc non, en fait, de toute façon on se voyait pas ouvrir un speakeasy, ça nous ressemble pas. Donc là on a vraiment ouvert ce qu'on décrit nous comme un bistrot à cocktail. On cherchait vraiment moi j'adore les bistrots, je passe vachement de temps dans les bistrots et c'est ce que vraiment j'ai essayé de faire ressentir aussi aux clients qui pénètrent dans le combat, quoi. C'est très lumineux, on a une terrasse, ce qui est assez rare pour un bar à cocktail. C'est ouvert aussi, très ouvert. Il y a la vitrine, très ouvert sur la rue. Toutes les vitrines d'ailleurs peuvent s'ouvrir. Donc l'extérieur et l'intérieur, en fait, en plein été, il n'y a aucune différence.
Et voilà, on a du vin, on a de la bière. Et oui, on a une offre cocktail qui commence dès 8 euros pour vraiment rendre, en tout cas, démocratiser le cocktail. Est-ce que l'inspiration te vient facilement quand tu crées la carte ? Ouais, je suis un peu last minute en fait. Je vais prendre énormément de notes. Je prends des notes toute l'année et en fait après, voilà, quand je sais que j'ai un menu à créer, je vais vraiment genre noter toutes ces idées sur papier, faire des liens. Et donc non, c'est un processus assez long, mais au final, par contre, une fois que je suis lancée, les associations me semblent logiques et je peux vraiment créer un menu assez rapidement en fait, surtout parce que voilà, j'ai ce travail de fond à l'année qui est d'ailleurs un peu inconscient en fait. Je passe mon temps à tenir des listes, des associations de saveurs. Mais par contre, une fois que c'est lancé, que je sais que je dois m'y tenir et que j'ai des délais, ouais, ça peut aller assez rapidement. Je peux créer, je pense, 2 cocktails dans la soirée. Enfin, quand je dis créer, c'est que l'idée est là, l'ébauche est là. Après, évidemment, ça peut prendre, même un cocktail peut paraître bon et terminé. Et après, ça peut prendre des semaines, par contre, à trouver vraiment l'équilibre parfait, parce que ça doit être parfait. Voilà, et affiner toutes les quantités. C'est ça qui peut être vraiment très long parce que des fois un cocktail je peux adorer un cocktail et je vais jamais réussir à le terminer et il sera jamais sur la carte. Ah oui. Oui, ça peut arriver. Et je voulais revenir sur le côté physique dont tu parlais tout à l'heure. C'est dur d'être bartendeuse. Ouais, c'est physique. Ouais, c'est assez épuisant. C'est physique parce que tu bouges, mais aussi sur les horaires. Horaires, oui, déjà. T'as fini à quelle heure hier ? Pas très tard, ça va. Parce que en début de semaine à combat, oui. on ferme un peu plus tôt. Donc non, je sais pas, je devais être couchée vers 2h. Mais l'état de fatigue est quand même différent qu'à l'époque où je travaillais derrière un ordinateur. Quand je me couche déjà c'est des services assez longs. On n'a pas nos... 1h30 de pause syndicale. C'est pas vraiment le cas. Ouais, vous commencez à vous ouvrir à quelle heure ? 18h ? On ouvre à 18h. Donc on est au bar vers 17h. Sachant qu'il y a l'administratif, en tout cas pour moi, il y a l'administratif l'après-midi, le matin, les rendez-vous. Donc, les podcasts. Ça fait des bonnes journées. Mais c'est vrai que la fatigue est différente. Physiquement, on a quand même... tous les soirs, on réorganise, on range le bar, on lave le bar. Voilà, c'est des caisses d'alcool constamment déplacées. Voilà, beaucoup de ménage aussi, ça fait partie du quotidien. Et puis voilà, après, il faut shaker, déplacer des glaçons. Est-ce que tu t'interdis de boire pendant ton travail, ou comment je contrôle énormément ma consommation d'alcool. Je pense que c'est super important. Ça se fait aussi, ça s'est fait hyper naturellement à combat. C'est vrai que les filles boivent pas pendant le service. Et moi non plus. Moi en ce moment je suis en dry month, je ne bois pas pendant 1 mois. Je le fais tous les ans. On est beaucoup de bartenders, c'est vraiment... À faire ça ? Ouais, c'est une habitude, ouais, de se faire au moins... Mais c'est pas forcément... En fait, quand on fait ça, j'ai l'impression que ça fait un peu peur aux gens, genre, ouais, ils en ont vraiment besoin. En fait, c'est que malgré nous, même si moi, je vais pas... Il y a des gens qui vont boire un verre de vin tous les jours. Moi, je vais pas boire comme on s'accoude à un troquet et on boit un verre de vin. Mais voilà, si je travaille, je vais faire des créations, je vais être obligée de les goûter. Donc, c'est une goutte dans une paille. Mais je le fais quand même 15 fois. C'est l'équivalent, je pense, d'un demi-cocktail à la fin de la soirée. Mais bon, mine de rien, ça s'accumule tous les jours. Donc, c'est important de faire aussi, que ce soit pour le côté privé, dans le privé, ne pas boire d'alcool et aussi complètement annuler l'alcool pendant 1 mois. C'est important, voilà, pour se rincer, quoi. Et c'est quelque chose, tu dis, c'est quelque chose qui se fait dans le milieu. Enfin, est-ce qu'il y a des problèmes d'alcool dans le milieu où les gens sont assez raisonnables et essayent de pas boire pendant leur service Raisonnable, je sais pas si ça... pas une industrie raisonnable. C'est un sujet qui amuse autant, d'ailleurs. C'est un sujet un peu... Tabou, de moins en moins. De moins en moins, le dialogue est de plus en plus ouvert, justement sur. Ça, j'ai l'impression que ça vient quand même en particulier des États-Unis, où on parle de plus en plus de vie saine, il faut allier en fait sa profession à des habitudes de vie un peu plus saines.
Donc oui, je pense que en tout cas, ça a pu être un tabou. La consommation d'alcool, de drogue aussi évidemment, a été longtemps un tabou. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et on en parle énormément. Et aussi, je pense que des efforts sont faits de la part des employeurs aussi pour encourager les employés à avoir un mode de vie un peu plus sain. Parce que c'est difficile de le tenir en fait, parce qu'on demande aussi à des gens, c'est quand même un rythme, c'est une vie assez dure derrière le bar. On travaille beaucoup d'heures, en plus un travail qui est très physique. On demande d'avoir toujours le sourire, d'être toujours super serviable évidemment. On demande de danser, de mettre l'ambiance en fait. Faire l'animation. Bah voilà, c'est ça. Franchement, non mais je comprends, c'est hyper dur. À un moment, faut s'alcooliser. Ça devient presque inévitable. Franchement, si je suis vraiment honnête, c'est vrai quoi. En tout cas, sûrement un peu moins à combat, mais il y a plein d'endroits, dans des clubs. C'est hyper dur de rester sobre et voilà. C'est des métiers où on a besoin d'énergie et voilà, c'est compliqué. Je pense que c'est aussi une démarche qui doit venir de la part de l'employeur pour vraiment aider et trouver des solutions, accompagner l'employé pour que justement il puisse vivre sa profession autrement. Oui, et surtout si tu veux durer dans le temps. Bien sûr. C'est quand même Oui. il faut essayer de se préserver. De se préserver, ouais. Et tu dis que tu fais quel métier aux gens que tu connais pas, que tu croises, je bosse dans un bar. Ouais, je dis que je bosse dans un bar. Tu dis pas, je suis entrepreneuse, je suis... Non, je dis je bosse dans un bar et puis quand ça intéresse les gens, ils posent plus de questions. Parfois, je dis j'ai un bar, je bosse dans un bar. Tout dépend à quel point j'ai envie de parler. Si je dis j'ai un bar, on va poser des questions. Si je dis je bosse dans un bar, généralement, voilà, serveuse. C'est plus, on est des milliers, quoi. Donc, ça dépend. Quelle est la facette de ton métier qui t'excite le plus ? C'est les cocktails, c'est clairement la dimension créative cocktail. Malheureusement, quand on devient entrepreneur, ça diminue de plus en plus. On a de moins en moins le temps de bosser cette partie-là parce que voilà, on est surchargé par l'administratif, l'humain, le management. Mais clairement, oui, c'est ce qui m'excite le plus quand vraiment il y a un nouveau menu qui sort. L'excitation vraiment de le faire découvrir, voilà. C'est comme un track, c'est vraiment le track de sortir ses créations. Et puis il y a vraiment une dynamique dans l'équipe quand on travaille sur un menu qui est vraiment génial. Tout le monde s'entraide. Personne n'essaye de se nuire en fait. Tout le monde essaye de s'aider. Et c'est assez excitant, c'est grisant. Humainement, c'est vraiment très cool. Et vous êtes combien aujourd'hui ? On est 4. 4. Et quel genre de manageuse es-tu ? Qu'est-ce que c'est dur. J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai, clairement de très très loin le plus dur, parce que on peut t'apprendre l'équilibre dans un cocktail. On t'expliquera par contre jamais comment maintenir un équilibre dans une équipe. Personne t'apprend l'humain en fait. Ou en tout cas, moi j'ai pas fait les études pour. Et il y en a pour qui c'est naturel, moi ça l'est pas du tout. Donc ça se travaille. Je le fais. Je demande l'avis de plein de gens. Moi, je parle énormément. Mon copain lui a une société aussi, donc c'est vrai que on discute énormément, on échange énormément. Et je pose beaucoup de questions à des managers de bar aussi. Voilà, il y a d'autres entrepreneurs avec qui je suis assez proche, donc j'échange constamment. C'est des conversations Facebook interminables. Mais oui, clairement, c'est vraiment le plus dur, pour moi en tout cas le plus dur, parce qu'on a en plus envie de vachement bien faire, quoi. Enfin, c'est quand même le plus important. Les gens qui bossent avec nous, on a vraiment envie qu'ils soient bien et on veut faire vraiment le maximum. C'est vraiment très très dur. La suite de combat, ce serait de s'agrandir à côté, non ? C'est ça ? Sûrement s'agrandir, je sais pas encore comment. Clairement, ce sera pas un autre combat. Je pense que combat est vraiment, ça peut pas se reproduire, ça peut pas être une chaîne. Il y a un esprit, il y a vraiment une âme dans combat. Voilà, que ce serait un peu ridicule de reproduire, je pense. Donc j'ai vraiment envie que ça reste comme c'est, que ça gagne ses lettres de noblesse, et que voilà, j'ai envie que dans 5 ans, si on a vraiment acquis voilà une reconnaissance, et en tout cas on est bien installé,
et que notre clientèle nous est toujours fidèle, ce serait vraiment la principale victoire. Maintenant, oui, je réfléchis évidemment à d'autres opportunités. C'est encore un peu flou. Dans la restauration? Ouais, toujours. Enfin, je veux dire, faire plus de restauration ouais, ou plus de restauration. De manger. Manger, toujours autour du boire quand même. Ouais. C'est ce que je connais le mieux. C'est la fin. Généralement, je demande une petite recette au chef que je reçois. Là. Est-ce que tu as une recette de cocktail qu'on peut refaire à la maison? Un truc un peu simple? Ouais, je peux donner juste je disais que mon cocktail préféré, c'était l'americano. Et je pense que c'est vraiment très très simple à refaire chez soi. Et c'est un peu, il y a plein de gens qui vont trouver que c'est un petit peu une variation du spritz, parce que le spritz est tellement vraiment à la mode en ce moment. Et on est un peu sur le même type de cocktail. C'est un cocktail apéritif, légèrement amer, avec du Campari, du sweet vermouth, donc du vermouth rouge. Et c'est juste topé à l'eau gazeuse. Donc moi je l'aime en 3 centilitres de Campari, 3 centilitres de vermouth rouge. Donc vous mettez tout ça dans un verre, il n'y a pas besoin de shaker, c'est direct au verre. Vous rajoutez des glaçons et vous ajoutez à votre convenance la quantité d'eau gazeuse. Et voilà, ça fait un super... Voilà, juste un petit coup de cuillère, une tranche d'orange. Et voilà, c'est le cocktail italien par excellence, voilà, avec le Negroni et le Spritz. Et ouais, c'est délicieux. Merci Margot. Merci à vous. Pour goûter ce qu'elle a dans le shaker, rendez-vous au Combat, 63 rue de Belleville, Paris 19e. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Apoil sur iTunes et sur n'importe quelle application podcast de votre smartphone, sur le site apoil-lepodcast.com et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles, comme un certain guide gastronomique.